merci d'être parmi nous. On est ravis de vous avoir parmi nous. On va démarrer tranquillement. Ça fait plaisir aussi de vous voir déjà, de vous accueillir ici dans ce nouveau lieu qu'on n'a pas tous eu le temps de découvrir et on va en parler ensemble. Ça fait plaisir aussi de reparler produits, puisque ces derniers temps on a beaucoup parlé digital, ressources humaines, Covid, tout un tas de choses, mais là c'est un peu le renouveau du produit, on a le temps de s'en occuper un peu plus. Et on s'est dit que voilà, les boissons venaient à propos en cette période de printemps, en préparation de l'été, et on vous a préparé tout un parterre d'invités qui vont nous aider à aborder ce sujet. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez vous développer grâce au réseau d'Universe Club. Et on a réuni en fait nos partenaires boissons, avec qui on va parler évidemment d'un truc qu'on aime tous en ce moment, boire. Je vous raconte rapidement le programme. Donc on va avoir en fait Nicolas Encadella qui va nous présenter Iconic, qui est arrivé. Après on va voir Julie Fontaise qui est Channel Manager chez Food Service Vision et qui va nous expliquer comment l'explosion de la livraison impacte l'offre à boissons. On a à ma droite Nicolas Poirot-Courbevier, qui est gérant de la filiale Simonelli France et représentant évidemment de Simonelli et de Victoria Arduino, qui va nous raconter comment augmenter son chiffre d'affaires grâce à l'offre café en restauration rapide et en restauration traditionnelle. On va avoir Bérénice Moural et Laetitia Bourbier, donc qui est compte clé régional hors domicile chez Danone, qui va donner le démarrage. Je suis un peu fatigué ce soir, vous avez vu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est ça le problème. Donc qui va nous donner en fait des pistes pour développer le taux de prise des boissons sans alcool. Melinda Guérin-White, qui à la base fait beaucoup autour de l'alcool et qui a donné aussi pas mal d'infos sur le sans-alcool. On a Vincent Fourreau, qui est directeur des clients nationaux chez Heineken, qui expliquera comment booster son chiffre d'affaires boisson en optimisant et en animant l'offre à bière. Et enfin, Antoine Cosigou, je l'ai bien dit, président de Cosigou, et François Guy, président de Soredis, qui nous diront pourquoi il faut régionaliser son assortiment boisson. Un peu d'applaudissements. Bravo. Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir chez vous. Donc on est ici dans un food court dédié à la pop culture qui a ouvert il y a 6 mois, c'est ça? C'est Nicolas. Peut-être les 6 mois, je vous laisse ma place. Donc racontez-nous un peu comment a été faite l'ouverture et comment ça se passe. Il faut déjà dire la vérité, je viens d'arriver, ça fait 2 mois, je ne sais pas ici. Avant, il avait un autre directeur qui a fait un travail énorme pour arriver ici où on est. Depuis qu'il s'est arrivé, déjà, j'ai trouvé un lieu incroyable. Je trouve qu'Iconic, c'est agréable pour les concepts et pour l'idée. C'est un lieu déjà particulier, c'est un lieu festif, c'est un lieu qui a une décoration incroyable et c'est un lieu qui est surtout pour les gens, quoi. Okay. Je trouve que le concept qui est derrière, c'est un joli concept. Donc donner la possibilité à les restaurateurs de faire la restauration et donner la possibilité à notre client d'avoir la possibilité de goûter des choses différentes dans le milieu. Donc ça c'est un truc exceptionnel. Et après, bon, évidemment, côté bar, côté boisson, on a aussi toute une offre qu'on a développée depuis qu'il s'est arrivé ici avec notre carte et avec notre boisson. Okay. Merci. Peut-être d'autres lieux comme ça dans les mois qui viennent? L'idée c'est oui, l'idée c'est de faire des projets. On a déjà des projets comme Iconic, peut-être un peu plus gros, et avec des petits changements. Mais l'idée c'est d'avoir évidemment un truc, de reproduire les Iconic dans notre lieu, dans la France. Dans la France, pas en région parisienne, mais peut-être à la conquête des régions. À voir. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous, merci d'être venu. Alors,
Julie, à nous. Donc on invite toujours un expert pour introduire le sujet et voilà, de nos différents partenaires du monde des études. Et Julie est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un peu, voilà, nous introduire le sujet des boissons. Qu'est-ce qui, selon vous, du coup, vous êtes experte marque chez Food Service Vision. Vous êtes arrivée là-bas il y a 6 ans. Et du coup, vous êtes notamment en charge du portefeuille des marques boissons. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que vous avez vu évoluer déjà aujourd'hui par rapport à avant le Covid? Bonjour, on m'entend? C'est bon? Okay. Effectivement, donc je vais l'apprendre à personne, mais depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, et le paysage s'est complètement renouvelé. Donc c'est des choses qu'on suit aussi depuis 2 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a notamment, alors la livraison fait partie effectivement des choses qui se sont accélérées, en tout cas des mouvements qui se sont accélérés depuis 2 ans. C'est pas le seul, mais en l'occurrence, pour cet événement aujourd'hui, on a choisi de se focuser sur ce sujet livraison qui disrupte aussi beaucoup votre marché en tant que restaurateur, impacte énormément la catégorie des boissons. Donc en introduction, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en 2 ans, on a un rapport de force un petit peu entre les repas qui sont pris sur place et les repas qui sont pris à emporter ou en livraison qui s'est complètement inversé. On était à 60-40 avant crise, on est aujourd'hui à 40-60 entre le surplace et la livraison. Aujourd'hui, on suit tous les trimestres en fait ces évolutions-là. Donc, on n'est plus sur une croissance de la demande qui est aussi forte depuis quelques mois. Néanmoins, on est plutôt sur une évolution assez linéaire, assez stable, voire plus d'évolution en tout cas en termes de pénétration. En revanche, ce rapport de force-là, on suppose qu'il ne va pas revenir à ce qu'il était avant crise. On va rester sur des niveaux très forts de consommation en vente à emporter et en livraison. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, on suit donc nous le pourcentage en tout cas et le poids de ce que représente la livraison sur le marché aujourd'hui. Selon ce qu'on suit aujourd'hui, vous êtes restaurateur, 4 restaurants sur 10 aujourd'hui à proposer de la livraison. Quand on parle de 40% des restaurants, on est vraiment global marché, donc c'est-à-dire qu'on se parle autant de restauration assise que de restauration rapide. Alors effectivement, si on prend uniquement la restauration rapide, ce serait beaucoup plus fort. Là, on est quand même sur un total marché qui est 4 restaurants sur 10 aujourd'hui qui proposent au moins une offre de livraison ou de vente à emporter. Et évidemment, la disruption pour vous en tant que sur les boissons, c'est que le taux de prise aujourd'hui et le poids de consommation des boissons entre le surplace et la livraison est complètement différent. On a quasiment 20 points d'écart entre le taux de prise des boissons sur place et le taux de prise en livraison. Donc pour vous, en tant que restaurateur, sachant que la boisson, on sait que c'est très fortement générateur de marge pour un restaurateur, c'est autant ces 20 points de marge qui sont aussi perdus et donc avec un enjeu de redévelopper en tout cas ce taux de prise et d'arriver à développer le taux de prise des boissons en livraison. Et donc finalement, on a 4 défis, 4 enjeux qu'on a pointés qui, cumuler ces 4 enjeux permettent en tout cas de redévelopper ce taux de prise. Le premier enjeu qu'on a pointé, c'est effectivement l'offre. Aujourd'hui, on voit que globalement, on a plutôt une tendance avec une offre très large en point de vente et une offre beaucoup plus courte en livraison. Et globalement, beaucoup plus basique, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais avec des références assez classiques en livraison. Aujourd'hui, pour nous, il y a un enjeu à redévelopper finalement et à différencier aussi son offre en livraison. Quand on est chez soi, c'est beaucoup plus facile. On va moins facilement commander une bouteille d'eau classique, plate ou gazeuse, ou un soda qu'on peut avoir dans son frigo chez soi. L'idée, c'est que si on propose une offre en livraison qui soit différenciante, qui soit un peu originale et qu'on n'a pas forcément chez soi, ça va permettre aussi de favoriser en tout cas ce taux de prise en livraison. Et on a quelques exemples intéressants, notamment une enseigne Il Ristorante, alors que certains connaissent peut-être, qui propose par exemple en livraison des marques de bière très pointues, des marques de bière italiennes évidemment qui fit avec leur concept, mais assez pointues. Donc c'est assez intéressant aussi parce que c'est des références qu'on n'a pas forcément chez soi, donc on va potentiellement plus facilement commander en livraison.
Et puis un autre des mouvements qu'on voit depuis 2 ans, c'est que finalement les enjeux et les attentes autour du développement durable et de la RSE sont de plus en plus forts. On a des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs à ces sujets-là. On le voyait dans l'étude qu'on a fait qui traitait de la livraison il y a 2 ans. On voyait qu'un consommateur sur 2 estimait que la livraison allait à l'encontre de l'environnement et générait un taux trop important d'emballage. Donc aujourd'hui, ces consommateurs-là, potentiellement, ils consomment quand même en livraison. Demain, sachant que la livraison, c'est aussi un canal de consommation qui est très utilisé par les jeunes, ces jeunes qui sont de plus en plus sensibles au développement durable, on peut imaginer aussi que demain, un consommateur va arbitrer sa consommation et ne consommera plus forcément en livraison du fait de ce mode de consommation qui peut être aussi générateur d'emballage. Et donc avec un enjeu pour vous, restaurateurs et fournisseurs, à proposer des formats qui soient aussi plus RSE compatibles, on va dire, ou en tout cas plus respectueux de l'environnement. Et là-dessus, on voit beaucoup de nouveaux emballages qui se développent. Alors le FPET, on en parle beaucoup, tout ce qui est plastique recyclé ou recyclable, mais on a aussi tout ce qui est carton, tétra par exemple, qu'on voit beaucoup se développer. Et puis, si on se parle des nouveaux moments de consommation, on en parlait aussi tout à l'heure avec certains d'entre vous en introduction, on voit qu'il y a depuis finalement ce qui a évolué aussi avec cette crise, c'est qu'il y a des nouveaux moments qui sont porteurs, qui se développent et sur lesquels les enseignes, que ce soit chaînées ou les points de vente indépendants, mettent l'accent aujourd'hui, notamment autour de l'apéritif, de l'afterwork. C'est des offres et des moments qui sont moins propices aujourd'hui à la livraison et sur lesquels finalement on a assez peu d'offres aujourd'hui en livraison. Mais on a des moments comme le petit déjeuner, le brunch par exemple, ou le goûter qui se sont développés en livraison. Donc demain, pourquoi pas aussi développer des offres qui soient adaptées à ces nouveaux moments et qui répondent aussi à cette demande-là des consommateurs. Et puis dernier challenge finalement, on en parlait, ça fait partie aussi des choses qui se sont très fortement renforcées depuis la crise. C'est que les consommateurs sont en attente aussi en point de vente d'une expérience. Pour revenir en point de vente, ils attendent une expérience, ils attendent d'avoir un lieu qui soit original, avec une ambiance comme ici par exemple on peut avoir. Donc aujourd'hui c'est compliqué de travailler cette expérience-là en livraison puisque par définition on est intermédiaire et on a la plateforme qui se trouve au milieu, mais on a quelques initiatives aussi là-dessus qui sont sympas. Et par exemple une enseigne qui s'appelle 1745. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais qui est une enseigne qui s'est développée autour du moment apéritif, qui propose des planches apéritives notamment, où en fait c'est personnalisable, donc les consommateurs choisissent ce qu'ils veulent mettre sur leur planche sur place, avec des produits premium, des produits qualitatifs, des produits de région, et ils proposent aussi cette offre-là en livraison et en click and collect, donc sur les moments apéritifs avec une offre food et boissons qui soit packagée pour être livrée chez le consommateur. Donc là-dessus aussi, il y a potentiellement des choses à faire pour regagner du taux de prix. Et on le voyait en introduction, c'est 20 points finalement de taux de prix qu'on a d'écart entre le surplace et la livraison aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire finalement pour redévelopper ce taux de prix. Et notamment autour de l'offre, qu'elle soit différenciante, qu'elle soit compatible avec les attentes, notamment RSE des consommateurs. Et puis voilà. Merci Julie, c'était super intéressant. Pour les questions, on verra après. Voilà. Vous savez tous que moi je commence le matin, la journée à 5h45 avec un jus de citron. Mais je pense que pour vous les humains, vous commencez avec un café. Et rien de tel que Nicolas, voilà, peut-être un peu plus tard, rien de tel que Nicolas pour nous parler du café, qui représente la marque Victoria Arduino Simonelli en France et qui est partenaire officiel au Leaders Club. Nicolas, donc avec Victoria Arduino, vous faites beaucoup d'études et on aimerait que tu nous partages avec nous pas mal de choses. Alors, quel constat, première question, tu peux nous faire sur la consommation de café? Le premier constat, déjà bonjour à toutes et tous. Donc le premier constat que je fais, qui est toujours très agréable pour quelqu'un comme moi qui navigue dans ce métier depuis 20 ans, c'est que le métier du café, le monde du café se modernise et se premiumise. Donc on a encore beaucoup de choses à faire dans ce monde-là. Et la France n'est absolument pas en reste dans ce développement-là.
parce que c'est un marché très dynamique, c'est le 4e marché européen, le marché français, en termes de développement de coffee shop. Alors quand on parle de développement de coffee shop, on parle de coffee shop orienté food ou orienté café. Là on voit que sur cette étude d'Allegra World Coffee Portal, on peut voir qu'en 2022, on aura fin d'année 4000 coffee shops en France, avec une part d'environ 1000 coffee shops vraiment orientés café, pour 3000 orientés food. Alors quand on dit orienté café, ben, c'est des gros mastodontes internationaux comme Starbucks, prêt à manger, mais c'est aussi des champions français comme Columbus, qui se développent très bien. Et quand on parle d'orienté food, c'est Micheline, Paul, qui ont tous monté aussi leur concept de café. Et le marché progresse là en 2022, on a une projection à 7% d'ouverture en global, mais on a surtout 25% d'ouverture en coffee shop orienté café. Donc on est vraiment dans la partie de spécialistes et la partie qui se premiumise, on a vraiment une forte dynamique. Merci. Parmi tes clients, quelles sont les bonnes pratiques que tu retiens autour du café? Bien, je retiens le fait que c'était pas ce slide-là, Jonathan, mais c'est pas grave. Mais quand même, je vais répondre à ta question. Parce que finalement, elle m'intéresse plus, celle-là. Ouais. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est que l'expérience client, notre collègue en parlait tout à l'heure, et je crois que c'est Bernard Woodbull qui en parlait lors d'un précédent lab, il dit l'expérience client, c'est majeur et c'est l'avenir. Et je crois que c'est un bien grand mot que tout le monde utilise, mais il y en a qui l'utilisent vraiment à bon escient. Et je prends l'exemple par exemple de Columbus Café, qui se développe très bien en ce moment, qui met en avant le coffee shop à la française. Mais c'est une vraie expérience, le coffee shop à la française. Parce que il est basé sur quoi? Il est basé sur l'expresso à la base. La consommation française, c'est le café expresso. Mais ça a tendance à bouger, parce que l'expresso est bu en général par des gens plus âgés, est bu par des hommes en particulier. Et là, on s'oriente de plus en plus vers des boissons pour les jeunes, des boissons plus féminines, donc aromatisées, lactées, sucrées, qui utilisent aussi des jus végétaux, lait d'avoine, lait de soja, je crois qu'on en parlera après. Et aujourd'hui, tout ça se modernise, et se modernise avec, comme toile de fond, une réponse à un besoin des clients, mais aussi une augmentation du ticket moyen. Parce qu'une boisson large, aromatisée, ça ne vaut pas les 1,60 € d'un expresso aujourd'hui. Et comment la restauration traditionnelle peut-elle faire évoluer son offre? C'est bon, la slide? Non, mais c'est pas grave. Ça, c'était sur les modes de consommation, mais tout le monde peut lire, donc c'est très bien pendant que je parle. Non, comment la restauration peut faire évoluer son offre? Je pense que ça passe par différents phénomènes. La première, c'est amener de la diversité, amener une offre plus large, amener, quand on propose un café, ne pas en proposer qu'un, proposer un café équitable, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui 65% des Français qui veulent acheter du café équitable. Donc il faut aller voir vos torréfacteurs et demander une offre plus équitable, qui est proposée au départ en parallèle d'une offre générale. Et en augmentant votre offre, eh bien vous allez aussi augmenter votre taux de prise. Une autre solution, c'est d'améliorer la pédagogie autour du café. On voit que, j'ai des exemples qui sont là pour le coup pas en restauration traditionnelle, mais en restauration chaînée, mais la Croissanterie, qui a lancé son comptoir café de la Croissanterie il y a 2 ans, eh bien en un an, après 1 an d'exploitation, ils avaient augmenté leur taux de prise de café de 25%, en amenant un barista formé et de la pédagogie autour du café. Donc je crois que c'est vraiment important d'expliquer aux gens ce qu'est le café, et puis leur présenter un produit, et vraiment d'amener ce produit là, il doit être au même niveau qu'un vin aujourd'hui. Le café doit être traité de la même manière. Ok, et vous, chez Victoria Arduino, pardon, qu'est-ce que vous faites, comment vous innovez pour accompagner ce développement de café? Sur quoi vous travaillez? On travaille toujours sur des... Bon, notre leitmotiv depuis 3 ou 4 ans, clairement, c'est l'éco-responsabilité. Mais pas au niveau marketing, vraiment au niveau réel. On fabrique des machines qui aujourd'hui consomment 30% ou 40% de moins que des machines de génération précédente. Et qui coûtent 30 à 40% de moins aussi. Alors non, forcément, il faut bien payer ce développement. Tu le sais bien. Non, mais en tout cas, c'est pas non plus délirant, parce que on le fait aussi pour le marché. Mais la dernière innovation qu'on a fait, on la voit à l'écran, c'est proposer sur une machine expresso une solution de fabrication de café filtre. Parce qu'aujourd'hui, le café filtre reprend de la place.
il revient par le côté premium du café, et en proposant qu'une solution de produire à la minute du café filtre, en mug, en petite théière, et on se sert aussi de cette solution pour produire des boissons nouvelles, comme la cascara, comme produire des thés, avec une machine expresso, en automatique. C'est bon, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Nous parlerons après, peut-être on posera une question sur les cartes d'abonnement café, on va en parler beaucoup en ce moment. Avec plaisir. Merci Nicolas. On continue donc dans un sujet sur la boisson sans alcool et on accueille Bérénice et Laetitia qui sont pompiers régionales chez Danone. Et du coup vous êtes ambassadrice des marques One Danone, boisson sans alcool. Les végétaux c'est super compliqué mais vous allez nous expliquer. Oui, on va vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, oui, on est là aussi pour vous apporter donc, des éléments sur le développement du taux de prise. On aura pour ça 4 slides très simples pour vous parler des 4 besoins importants, c'est-à-dire d'avoir une bonne offre, une bonne visibilité, une bonne activation et une bonne exécution au sein de vos points de vente. Justement, alors comment a évolué le marché des boissons ces dernières années? Le marché des boissons a évolué, on était à plus 2,7% sur les eaux minérales. Je fais ça de tête, en 2019 c'était une source Gira. Et il faut savoir que sur les eaux minérales, on a les eaux plates, les eaux gazeuses qui ont une certaine évolution, mais on est surtout sur une partie d'Aquadrinks à plus 19%. Donc en fait ce qu'on va vous montrer, c'est que demain il faut une offre vraiment adaptée et surtout avoir des catégories de produits assez diversifiés pour pouvoir capter un maximum de clients et de répondre aux demandes et aux besoins aujourd'hui des clients. Aujourd'hui, oui, je te laisse continuer ce truc. Donc, un des points importants que Laetitia disait, c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne offre adaptée à vos consommateurs et proposer des marques qui sont référentes et des boissons qui sont variées. Et donc là, ce que vous pouvez voir, ce qui est important, c'est d'avoir des marques qui sont reconnues. Parce que vos consommateurs, comme le disait Julie, en livraison ou même sur place, en fait, ils vont aller vers des marques qu'ils connaissent déjà. Et notamment, si vous avez une clientèle internationale, les clients étrangers vont aller sur des marques françaises qu'ils connaissent déjà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des boissons qui sont reconnues. Quels conseils pouvez-vous partager pour développer le taux de prise? On n'a pas fini la secteur. On a fini, je la poserai après. T'as faim? Je suis bien. Il y a Julien qui est en train de nous préparer des pizzas, j'en peux plus. Et en fait, sur les boissons végétales, donc pour revenir un peu sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, il y a vraiment une forte augmentation du taux de consommation des boissons végétales dans les coffee shops, mais aussi en brasserie. Et donc ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est que 30% des cafés sont pris avec du lait. Et dans ces 30%-là, il y a un quart des cafés qui sont demandés avec du lait végétal, donc des boissons végétales. Donc il y a vraiment une vraie tendance qui s'est développée sur le végétal. Et donc Nicolas pourra aussi en parler, je connais bien la marque Altro. Pour dire que nous, on a développé toute une gamme barista qui est spécifique pour les coffee shops et pour les baristas, qui est une gamme qui permet de mousser dans vos cafés. Voilà, donc ça on pourra en parler un peu plus tard et on vous a apporté des échantillons pour vous faire déguster par la suite. Si vous voulez tester, on pourra vous montrer. Et on a aussi une possibilité, ça on vous a remis des petits flyers en fin de soirée, sur des mocktails. Parce qu'on a énormément de personnes qui demandent de plus en plus, il y a pratiquement 15% de plus de demandes de boissons non alcoolisées en soirée. Et pour pouvoir capter justement ces clients, au lieu de simplement leur proposer un jus, on peut faire des mocktails, donc de l'eau gazeuse, ou bien j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient les Volvic essentiels bio, qui peuvent être mélangés avec d'autres types de jus et proposer une offre un peu alternative pour répondre à tous les besoins. Alpro, ça fait combien de temps que vous avez récupéré la marque? Ou vous l'avez créée? Non, on l'a racheté. Vous l'avez racheté. On l'a racheté. On est basé en Alsace, donc c'est produit en France, avec notamment sur le soja, par exemple, c'est du soja produit en France, récolté en France. Vous avez combien de gammes chez Alpro, entre soja, amande? Alors, on a la gamme classique, on a vraiment beaucoup de parfums, on a noisette, Alpro, avoine, amande sans sucre, on a beaucoup de gammes sur la gamme classique. Sur la gamme barista, on n'a que 4 références qui sont soja, avoine, amande et coco. Et puis après, on a encore, si vous voulez aller plus loin sur le végétal, on a des yaourts végétaux, donc pour vos préparations, et aussi on a tout ce qui est aide culinaire, donc de crème, au lait de coco et de soja.
On a vraiment une gamme et comme c'est une tendance qui prend vraiment le végétal, on continue de vraiment développer cette marque et d'essayer de répondre au mieux aux besoins des consommateurs et aux besoins des restaurateurs pour vous aider sur le végétal. Donc quel conseil pouvez-vous donner nos amis restaurateurs pour développer le taux de prix? Bah écoute, il y a par exemple la visibilité, de dire qu'un produit qui n'est pas vu, il n'est pas bu. Donc on a, nous, pour vous aider, de la PLV sur place, des logos par exemple à mettre sur les cartes, mais c'est la celle d'après qui est encore plus intéressante, si tu veux. Jonathan, ou je ne sais pas qui. Ah bah voilà. C'est surtout en fait d'avoir une bonne activation. Ouais. En fait, la bonne activation, ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires et de la marge. Comment on calcule le taux de prise? Le taux de prise, c'est le nombre de bouteilles vendues sur le nombre de couverts. Et donc ça, ce que vous pouvez voir, c'est que le taux de prise moyen en France, il est de 15,7%, ce qui est très bas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à aller plus loin sur le taux de prise et à vous aider à l'augmenter. Et comme disait Julie au début de présentation, il y a énormément de personnes qui se sont mis à la vente à emporter et au click and collect depuis le Covid. On est à 63% aujourd'hui de restaurateurs qui font de la vente à emporter et c'est 20% supplémentaires depuis 2020. Et le fait de proposer une eau minérale dans un menu ou dans un click and collect, on l'a vu tout à l'heure, ça permet vraiment d'engranger des menus supplémentaires. Et même que ce soit au niveau du restaurant, quand on a une offre le midi, une offre simple déjeuner avec un menu classique, et si on rajoute pour 2 €, soit un café, soit une bouteille d'eau, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires et donc une marge additionnelle. Et le fait aussi, juste un clin d'œil, de pratiquer un tarif de vente adapté. Dans un certain arrondissement de Paris, j'avais un client par exemple qui vendait son verre consigné à 9 € le litre. Et je lui ai dit, est-ce que tu vends beaucoup ton litre d'eau? Il m'a dit non. Et ben, il est passé à 7 € et il a augmenté pratiquement de 20% ses ventes sur les 3 mois suivants. Parce qu'il faut aussi se dire que sur un arrondissement, ben, les clients ils vont d'un restaurant à l'autre et quand ils voient une grosse différence de prix, ben, des fois il y a des retours sur TripAdvisor ou bien le fait que les clients n'achètent tout simplement pas d'eau et ils vont soit se tourner vers de la carafe. Et le fait d'avoir un prix de vente adapté, ça permet aussi d'augmenter son taux de prise et de volume. Et au final, et dernier point pour vous aider à augmenter votre taux de prise, c'est la bonne exécution. Donc c'est vraiment de bien mettre en avant les produits et d'avoir les produits qui sont bien disponibles. Donc que vous n'ayez pas de rupture et que quand vous arrivez quand le client rentre chez vous, il puisse déjà voir le produit. Donc que ça soit en restauration à table, derrière le bar, que les produits soient affichés, ou alors en vente à emporter, que le produit soit visible dans les frigos. Que vraiment le consommateur voit directement le produit et qu'il soit disponible. Voilà, et une chose toute bête, quand on est en vente à emporter et que quelqu'un bien sûr demande avec ceci, est-ce que vous voulez une eau plate, une eau gazeuse, c'est la même chose en restauration. Parfois quand on arrive et qu'on a directement une carafe posée sur table, bah, ça fait toujours une vente en moins, et une vente en moins par jour, bah, c'est toujours 365 bouteilles perdues. Nous, par exemple, chez Danone, on propose en fait des formations serveurs. Et j'ai quelques exemples avec Mamie Burger. On a mis en place une formation au sein des serveurs et sur les 4 mois qui ont suivi cette formation, on a eu plus 16% de ventes. Et aux 2 Magots, on a pris tous les serveurs pour les former sur, je la cite quand même, mais la petite badoie rouge qui est ici, et on a eu plus 226% de ventes pendant l'été qui a suivi justement cette formation. Donc du coup, c'est hyper important, rien que de dire juste penser aux eaux minérales et aussi le fait de pouvoir parler des eaux minérales naturelles. D'expliquer ce que c'est, d'où est-ce que ça vient, d'avoir une histoire, bah, tout de suite ça engage beaucoup plus les serveurs lors du service. Et enfin, là on vous a simplement remis quelques idées d'offres en restauration à table et ensuite en vente à emporter. Là nous on parle de nos produits parce que c'est ce que nous connaissons, mais vous savez qu'il y a plusieurs moments de consommation dans la restauration. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une offre qui est adaptée à chaque moment de consommation, que ce soit la limonade, la restauration ou au bar. Et donc là, comme vous voyez, Alpro et les boissons végétales font leur apparition de plus en plus dans la restauration à table, puisqu'il y a vraiment une demande pour aller avec le café notamment. Et moi, ce que je vous disais tout à l'heure dans la slide suivante, c'est au niveau de la vente à emporter de la boulangerie. En tout cas sur nos gammes, les aquadrinks en France ont fait donc plus 19% en volume et en croissance en 2019, donc juste avant le Covid.
Et aujourd'hui, nos offres d'aquadrinks, donc des eaux minérales naturelles plates ou gazeuses qui sont donc sucrées, sont 40% moins sucrées que celles qu'on peut avoir sur le marché. Donc c'est une offre alternative au soft qu'on pourrait avoir. Et les zestes gazeux et plats, par exemple, là, la Badois, la Volvic, c'est ce qui marche énormément dans les boulangeries, les ventes emportées. Et si vous voulez quelque chose de plus premium, on a donc les Volvic essentiels bio que vous trouverez en dégustation sur les tables. Et vous pourrez aussi repartir avec. Et si vous avez des questions, en tout cas, on est là toutes les deux pour y répondre si vous avez des interrogations dans les soirées, nous sommes pas là. Et merci de votre écoute. J'ai juste une petite question, je sais qu'on n'a pas le droit de les poser, mais je vais la poser. Moi aussi j'en ai une. Du coup, maintenant c'est distribué par les mêmes personnes tout ça, ou est-ce qu'il faut s'approvisionner dans des endroits différents? Non, alors oui, c'est une très bonne question. Mais nous voulions pas éventuellement rentrer dans tous les détails. C'est un signal d'achat? Oui. Alors disons qu'en tout cas, nous, toute l'équipe, aujourd'hui, tous les commerciaux vendront effectivement la totalité des produits. Et après, on va retrouver les eaux minérales chez les distributeurs grossistes comme C10, Distriboisson, France Boisson. Et les produits plutôt boissons végétales et les produits frais, ce sera chez des confiseurs comme par exemple Transgourmet, quand on a d'autres aussi en tête, enfin je veux dire après... Plutôt épicerie. Épicerie, voilà, exactement. Avec la famille de l'épicerie. Exactement. Mais du coup, après, vous pouvez demander aux commerciaux qui vous suivent et on vous donne les infos. Alors, merci. Vous avez parlé des mocktails, effectivement, et on a invité également Mélinda Guérin-Ouel, qui est plus habituée, en tout cas, à faire des cocktails avec alcool, mais on sait que l'offre cocktail sans alcool se développe également. Donc Mélinda, tu as créé ta structure qui s'appelle Alchimist Group. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ta structure, avec qui tu t'es associée déjà, pour commencer? Elle est canon ta photo, Mélinda. Donc Mélinda Guérin-Ouel, donc moi j'ai eu un parcours de 15 ans dans les spiritueux et dans les boissons aussi sans alcool. Et donc j'ai occupé différents postes, donc c'est une industrie que je connais bien, on était partenaire du Leaders Club. Et je me suis associée à quelqu'un qui s'appelle Mathias Giroux, avec qui on a cofondé l'Alchimiste, qui était le chef exécutif monde pour le groupe Bouddha Bar, donc qui s'occupait d'ouvrir et de créer les offres pour tous les Bouddha Bars dans le monde, donc qui a ouvert dans plus d'une trentaine de pays. Et donc qui est en photo là à côté de moi et qui a malheureusement pas pu être là ce soir parce qu'il était sur un autre événement, voilà, où il intervenait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'Alchimist Group, on a deux activités principales. La première, on accompagne les groupes d'hôtellerie-restauration pour créer une identité beverage, et en particulier avec un gros axe fort sur le sans-alcool, qui est lié à notre histoire et à notre passion pour toute la création autour de l'ingrédient. Donc on travaille comme des chefs de cuisine, en se focusant sur l'ingrédient, les ingrédients issus de la nature. Donc on travaille avec plus de 150 herbes, fleurs, racines, en tout genre. Et on crée des offres pour l'hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est l'idée, c'est de se dire que comme dans la cuisine où c'est important d'avoir des offres qui sont adaptées à l'enseigne, à leur ADN, on fait la même chose pour la boisson. Donc on peut aller de l'ultra premium à du plus mainstream. Et la deuxième chose, on a lancé depuis le Covid une marque de cocktail ready to drink sous la marque de l'Alchimiste, qui aujourd'hui s'adresse à la fois au B2B et au B2C. Donc au B2B, c'est-à-dire qu'on propose aux restaurateurs, et notamment aujourd'hui on travaille avec des restaurants étoilés, de pouvoir servir justement des cocktails avec et sans alcool. Et le sans alcool est un axe très important à leurs clients, sans avoir forcément la compétence d'un barman. Donc, ce qui va être très important, on parlait de différenciation de l'offre. Aujourd'hui, on leur dit, quand vous êtes dans un restaurant, généralement, on a du vin, on a des bières, on a beaucoup de choses alcoolisées. Par contre, effectivement, les alternatives pour les gens qui ne boivent pas d'alcool sont généralement assez limitées. Donc on essaye d'apporter une solution, et on embouteille aussi pour nos clients à qui on crée des collections sur mesure leurs cocktails. Ce qu'on vient de faire pour Potel et Chabot pour Roland Garros.
Et donc voilà, donc ça c'est les deux activités et on travaille du coup en France et à l'international pour accompagner des grandes marques de galeries. Et donc quand vous arrivez dans un point de vente ou dans un groupe, qu'est-ce que vous observez en général et qu'est-ce que vous transformez, en quoi vous adaptez l'offre aux attentes des consommateurs? Alors déjà effectivement, nous on essaye de travailler pour la personnalisation de l'offre. C'est-à-dire que, comme ça a été mentionné précédemment, on pense que là, aujourd'hui, on n'est plus dans une ère de standardisation, donc forcément, il y a des choses qui sont plus standards, comme les marques d'eau, puisque aujourd'hui, quand on demande des eaux, notamment des eaux minérales naturelles, on est obligé de se référer à des grandes marques. Après, on pense que sur l'offre boisson, notamment, on peut apporter une personnalisation en lien avec l'ADN de l'enseigne. Et donc on essaye toujours de s'inspirer du lieu. Si par exemple c'est un lieu qui propose de la cuisine italienne, on va proposer une offre qui va être en lien avec l'ADN, aussi bien sur le cocktail alcool que sans alcool. Et on essaye aussi à chaque fois que chaque expérience cocktail soit assez immersive. Donc de la même façon qu'on est très attentif dans la restauration à la présentation des plats, à la sélection des ingrédients, au sourcing, on essaye de faire la même chose pour la partie boisson. Donc on fait attention à la sélection des ingrédients, à la présentation. Et on essaye qu'il y ait vraiment un effet waouh à chaque fois que le client reçoit un cocktail. Et surtout, on a une attention particulière sur le sans-alcool. Et donc ça rejoint, qu'est-ce que vous avez vu, vous, évoluer dans les attentes des consommateurs? On a vu déjà que les consommateurs étaient... on a vu déjà un phénomène de simplification des cartes et nous on milite plutôt pour ça. On pense que quand on met en place une offre cocktail, il ne faut pas avoir des cartes avec 20 cocktails différents qui sont mal maîtrisés et qui perdent le consommateur et à la fin en fait du coup il se détourne de l'offre. Donc on est plutôt pour des offres courtes, entre 8 et 10 cocktails maximum. Et on est aussi sur, on voit, et nous on milite aussi pour ça, pour que les cartes, l'offre cocktail avec et sans alcool soit assez équilibrée. Donc on milite pour du 50-50, généralement on arrive à du 40-60. Et qu'est-ce que vous avez comme retour du coup des clients que vous accompagnez sur les transformations que vous faites? On voit que ça permet de développer le taux de prise et le chiffre d'affaires parce que effectivement les clients ont le sentiment d'avoir une offre qui s'adresse et qui est personnalisée avec une vraie expérience. Donc quand ils vont dans l'enseigne, ils arrivent à avoir une offre globale à la fois food and beverage qui soit surprenante, différenciante. Et donc ça a un effet forcément sur la valorisation de l'offre, donc sur le chiffre d'affaires généré. Et ça fidélise énormément les clients et on voit qu'il y a d'énormes retours aussi au niveau social media puisque quand c'est hyper instagrammable un cocktail, quand il y a un cocktail qui arrive sur table, et les gens le prennent en photo, font des stories et en fait c'est l'effet boule de neige parce que quand un cocktail arrive sur table, la table d'à côté va dire ah ouais c'est sympa et du coup généralement ça a un effet assez positif en chaîne. Voilà. Et sur la partie livraison, on voit qu'on a de plus en plus de demandes. On étudie justement différents formats et on voit vraiment que le cocktail s'est installé grâce à des cocktails classiques aujourd'hui, qui étaient le Mojito, le Spritz. Le cocktail s'est beaucoup démocratisé, mais on sent qu'aujourd'hui on est passé dans une nouvelle ère où les gens, effectivement les classiques font toujours partie de l'offre, mais les gens veulent vraiment avoir une offre signature et différente dans les établissements. Alors j'ai une dernière question qui n'était pas sur le... qui m'intéresse d'un point de vue personnel. Est-ce que vous arrivez à bien faire tenir ça dans le temps? On sait très bien qu'au début, on n'a pas des chefs de cuisine derrière le bar. Donc comment ça se passe? Est-ce que j'imagine que les équipes sont aussi valorisées de faire ce genre de recettes? Alors en fait, je vais rebondir sur ce qu'ont dit les deux personnes de Danone. Il y a deux axes. Alors soit on est en capacité, soit on n'a pas de staff et auquel cas nous on encourage à aller sur des offres ready to serve, ready to drink. J'avais mis dans un slide précédent, mais il faut savoir que le cocktail en général se premiumise et l'offre ready to drink, on estime qu'elle va en mocktail, elle atteindra 9 milliards d'US dollars d'ici 2027. Donc c'est un marché qui va faire x3. Les consommateurs sont prêts à partir du moment où les propositions sont qualitatives. Donc si vous n'avez pas ni l'argent pour avoir un bartender qualifié
ni la possibilité et aller sur des offres prêtes à boire en les sélectionnant bien sûr. Voilà. Si vous avez du personnel, la meilleure façon de garder une offre qui soit qualitative, c'est la formation. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place une offre, il faut que votre personnel il soit régulièrement formé, parce qu'en plus on sait que dans l'hôtellerie-restauration, il y a un turnover de ma boule. Et effectivement, c'est pas acceptable si on a une offre en place de se dire que je viens lundi et je viens mardi, j'aurai pas la même chose dans mon verre. C'est de la même façon dans son assiette. Donc il faut avoir des formations régulières, ça incentive en plus les équipes et ça permet de les fidéliser et de les faire monter en compétences. Donc voilà, nous on accompagne un de nos gros clients, c'est Accor. Quand on ouvre des projets, on les accompagne sur du long terme, on fait 2-3 visites dans l'année et en plus tout le long de l'année les équipes peuvent venir nous voir, peuvent venir à notre atelier qui est la chimie pour travailler avec nous sur des recettes, des créations, voilà, on les accompagne sur une montée en compétences. Merci beaucoup Mélinda. On va passer maintenant à... Donc effectivement, tout voisin de gauche, lui, c'est une boisson à bulles, mais avec de l'alcool cette fois-ci. Là aussi, il y a pas mal de choses qui ont changé ces dernières années dans le monde de la bière. Et sans alcool, c'est vrai. C'est vrai. Donc Vincent Fourreau, directeur des clients nationaux hors domicile chez Heineken. Donc, tu fais partie de la maison Heineken depuis un moment, je crois. Donc Heineken, c'est joli, hein, moi, voilà, je suis obligée de souligner ton âge. Ça se fait pas pour les femmes, mais on peut le dire pour les hommes. Les hommes vieillissent toujours très bien, beaucoup mieux. Je suis vraiment, c'est totalement... Heineken est également partenaire du Leaders Club et merci beaucoup d'intervenir ce soir. Donc tu vas nous parler de la façon de définir son assortiment bière, au-delà de la Heineken Pression, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne vais pas vous parler de nos marques, je pense que ça ne vous intéresse pas. On peut en parler après si vous voulez, mais... en fait, effectivement, la première étape, c'est de définir son offre de la meilleure façon d'un point de vue quantitatif et qualitatif pour avoir la plus grande profondeur possible tout en étant dans un produit et un service de qualité. On a la chance, effectivement, d'avoir un produit qui est la pression, qui est un marqueur et de l'expérience qu'on peut vivre en hors domicile et qu'il faut utiliser le mieux possible. On a besoin d'expérience et la bière pression est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver et jouer assez facilement en hors domicile. Pour pouvoir définir son offre, il faut faire un calcul assez simple, son nombre de couverts par an multiplié par le taux de prise qui est aujourd'hui en train de largement de se développer sur la bière, en particulier en restauration, puisque entre 2018 et 2019, et on pense que là les chiffres continuent de croître, on est quasiment à 13% de taux de prise sur la bière en restauration. Donc voilà, si vous multipliez ça par votre nombre de couverts, vous allez avoir un litrage par an qui va vous permettre de définir vraiment le potentiel. Et derrière, de choisir le nombre d'offres de pression que vous pouvez avoir. Alors en fonction des tirages pression, en fonction de l'encombrement que vous pouvez y dédier dans vos établissements, évidemment ça change. Sachez que l'important c'est de regarder ce qu'on peut écouler à travers soit des fûts qui vont de 6 litres à 30 litres, soit de 7 jours à 30 jours d'utilisation. Aujourd'hui, on a le plus petit système pression qu'on ait. C'est un système pression qui s'appelle le Blade, qui fait 8 litres et qui permet d'avoir une bière pression de qualité pendant 30 jours. Donc ça veut dire un demi par jour, ce qui est extrêmement faible. Donc on peut arriver à avoir une offre pression de qualité et de diversité. Et puis évidemment, il y a les bières bouteilles qui permettent de compléter. Une fois qu'on a choisi son offre, il faut en parler à ses clients, la vendre. Donc comment faut en parler et il faut arriver à... Constamment. Ouais. Après, voilà. Ce qui permet de choisir un petit peu aussi derrière, en fonction du nombre de points de pression qu'on arrive à avoir dans son établissement, c'est de commencer par ce qui plaît au plus grand nombre. Aujourd'hui, ça reste encore la bière blonde, donc la lager, qui est le plus gros des sorties, mais ça a largement évolué dans le temps. Vous voyez, en 2016, c'était quasiment 70% des volumes qui étaient faits sur les bières blondes. Aujourd'hui, on est à combien déjà
55, donc ça a énormément chuté, parce qu'il y a une demande de diversité qui a explosé. Heureusement, les systèmes pression permettent d'avoir cette diversité et de le proposer en point de vente. Donc il faut avoir une lagueur. Après, en fonction de la typicité de votre établissement, de la cible que vous voulez avoir, il y a vraiment beaucoup de choix. Bon, je pense qu'on en parlera après, mais le local est une tendance, les bières internationales en sont une autre, les bières régionales peuvent en être une, les bières typiques italiennes sur une restauration italienne en sont une autre, enfin voilà, là vous pouvez les réfléchir. Ensuite, il y a la bière d'abbaye qui est aussi un must-have encore aujourd'hui, donc des produits comme l'EF ou Affligem. Et puis après, les grosses tendances qui explosent, comme la IPA, donc l'India Pale Ale, sur des produits extrêmement houblonnés, voire floraux pour certains. Vous aurez peut-être l'occasion d'en déguster sur notre gamme Gallia. Mais voilà, c'est la grosse tendance et votre distributeur et votre brasseur peut vous accompagner pour vraiment faire les bons choix. Et puis effectivement, la communication de l'offre. Alors ça passe par deux choses, on en a déjà parlé, donc je ne vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus. Il faut savoir que 75% des consommateurs qui rentrent dans un établissement ne savent pas ce qu'ils vont boire. Ils viennent parce qu'ils viennent chez vous. Ils viennent pas en sachant je veux absolument boire un coca ou un café ou je ne sais quoi, ils viennent chez vous. Donc c'est ça d'abord. Mais ensuite, il faut les influencer d'une certaine façon. Donc la visibilité, c'est un premier point. On considère, nous, et on a fait différents tests avec d'autres industriels, que c'est à partir de 3 points de contact avec une marque, avec un produit, qu'on influence réellement le consommateur. Alors, je ne parle pas de PLV, d'en mettre partout dans l'établissement, mais quand on a le verre à la marque qu'on voit sur une table, on en parlait, évidemment, ça incite à consommer, un tirage pression, puis la présence sur la carte, c'est à partir de ce moment-là qu'on influence. Donc, en fonction des choix que vous avez envie de faire par rapport aux marges, par rapport au développement que vous avez envie de faire, c'est 3 points de contact. En dessous, on n'influence pas. Au-dessus, ça sert à rien. Ça n'influence pas plus. L'autre façon d'influencer, de communiquer sur son offre, c'est la prescription, on en a parlé. 40%, c'est ce qu'on peut aller générer en termes de chiffre d'affaires additionnel si on travaille bien sa prescription. Évidemment, on a plus ou moins de capacité à prescrire, à avoir du personnel qui est capable de le faire en fonction des établissements, évidemment. Donc on a différents niveaux d'expertise qu'on peut avoir. Je pense qu'on pourra vous faire suivre un certain nombre de vidéos, parce que d'avoir quelqu'un qui systématiquement vient dans un établissement pour vous former à la bière, aux différentes marques, c'est pas forcément évident. Je pense qu'aujourd'hui les vidéos sur YouTube sont importantes. Donc on peut vous communiquer ça pour vous aider à développer cette connaissance et cette façon de servir, cette façon de prescrire. Et puis sur la bière spécifiquement, 60% des consommateurs ont envie qu'on leur explique ce qu'il y a dans la bière. Et les deux critères principaux qu'ils ont envie d'entendre, c'est le goût, la couleur, on en a parlé tout à l'heure, donc est-ce que c'est une bière blanche, brune, etc. Et l'origine. Donc on en parlera tout à l'heure, je crois, sur le local, ça fait partie aussi des choses d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle a été produite. Aujourd'hui, c'est les deux choses que le consommateur a envie d'entendre quand on lui prescrit un produit sur la place. Donc la bière, ça s'anime au moment des grands événements sportifs, ça on le sait tous. On n'y pense pas toujours en fonction de si on est fan de rugby ou de foot. On se rend compte le matin même qu'il y a un truc, mais on n'y avait pas pensé, ça dépend. Mais on peut aussi l'animer à différents moments de la journée. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, la bière, les gros moments de consommation, c'est évidemment l'apéritif, que ce soit le midi ou encore plus le soir, mais également l'après-midi, donc en fonction de l'horaire d'ouverture de vos établissements, c'est quelque chose que vous pouvez jouer particulièrement, c'est à ce moment-là que ça se joue. Et après, c'est une perpétuelle remise en question que nous invite à faire, parce que les choses changent, les choses bougent. Il y a évidemment ce qu'on peut faire sur la fréquence d'achat, si on a envie d'aller là-dessus. Les événements sont des choses importantes. Alors sur la bière, on a des marronniers comme la Saint-Patrick, comme l'Oktoberfest, comme les bières de saison, bières de Noël, bières de printemps. Donc ça, c'est des choses qui sont très vendues et qui animent, parce que nous on le constate sur la bière. Juste quand on met de la bière de saison en place, on développe les volumes. Changer une Affligem blonde par une Affligem de printemps, systématiquement on fait des volumes additionnels de l'ordre de 10 à 20%. Donc c'est des choses simples, qui n'ont pas besoin d'énormément de prescription et qui boostent les volumes.
Ensuite, sur les quantités achetées, vous pouvez jouer. L'avantage de la bière à la pression, c'est qu'on peut être sur du 15 centilitres, du 25, du 50, du 33. Donc là, on peut aller jouer là-dessus. Alors le 50, c'est l'évidence. En fonction des établissements, c'est plus ou moins jouable. L'autre chose qui est beaucoup plus jouable peut-être pour certains établissements de restauration, c'est de jouer la diversité. C'est-à-dire d'avoir des petits verres qui permettent d'avoir une dégustation, d'avoir une offre de découverte sur 4 produits pression, si vous avez 4 produits à la pression, pour pouvoir découvrir et puis après générer des achats additionnels parce que vous aurez séduit un consommateur parce qu'il aura découvert un produit avec vous. Voilà, la premiumisation évidemment sur le ticket moyen et puis le nombre d'acheteurs, ça c'est quelque chose qu'on met évidemment beaucoup en place et qui décuple les volumes. C'est à partir du moment où on a la possibilité d'inclure les boissons et la bière en particulier, mais les autres aussi à l'intérieur d'un menu, que ce soit packagé au même prix, à un prix réduit ou avec un prix additionnel. Voilà, ça c'est à vous de faire votre calcul. De toute façon, quelle que soit la solution retenue, ça développe les ventes et ça développe le ticket. Merci beaucoup Vincent et merci à Heineken aussi d'accompagner le club depuis de si nombreuses années. Et comme vous le savez, le Leaders Club n'est pas que national, il est international et il est aussi régional et c'est pourquoi on a voulu donner la parole à 2 leaders régionaux. Et je vous demande d'accueillir donc Antoine Cosigou, président de Cosigou, et François Guy, qui est président de Soredis. Alors respectivement, Cosigou est à l'ouest, Soredis à l'est. C'est des entreprises qui ont été créées donc en 1950 pour Cosigou et 1925 pour Soredis. Incroyable, vos 2 pères travaillaient déjà ensemble à l'époque, c'est ça? Génial. Alors, on va commencer les questions avec Antoine. Parmi vos 15 000 clients, quelles sont les demandes récurrentes en fait en termes d'assortiment? C'est compliqué de... bonjour à toutes et à tous. C'est compliqué de réduire, on va dire, l'analyse sur 15 000 clients par rapport à une demande qu'il peut y avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des métiers qui sont très différenciés, on va dire, en termes de distribution, mais également, on verra certainement après, on est aussi torréfacteur, brasseur, etc. Donc on a une vision, on va dire, de l'ancrage territorial qui est assez fort. Disons qu'il y a 3 points majeurs, on va dire, de demandes qui sont faites aujourd'hui par les nouveaux propriétaires d'établissements et nouveaux prospects. C'est une demande de différenciation de la gamme, une demande de régionalisation de la gamme et une demande de premiumisation de la gamme. Donc si je prends la partie diversification, on se retrouve vraiment confronté de plus en plus, on va dire, à une logique d'avoir une offre qui est différente, qui est unique pour l'établissement. Donc de travailler, tout à l'heure vous en avez parlé, la Chimie Group, hein, c'est ça, sur l'offre vraiment spécifique d'un établissement pour s'approprier l'offre autant par le propriétaire que par le staff. C'est une demande qui va être unique aussi par rapport aux voisins pour avoir une différenciation en termes de produits vendus, en termes de tarification qui sont faites. Et d'une certaine manière, nous, ce qu'on constate, c'est que ça a explosé le nombre de références nécessaires dans l'entrepôt pour pouvoir répondre à cette demande-là. J'ai pris un chiffre la semaine dernière, entre 2019 et 2022, on a un tiers des références de nos entrepôts qui sont sorties et un tiers de nouvelles références vendues. Donc c'est-à-dire que, mais sauf que sur les tiers de références vendues, sur un volume qui a développé, c'est-à-dire qu'en fait on a un nombre de références absolu qui est vraiment énorme. Donc il faut gérer cette demande de diversification et d'offres uniques, qui n'est pas toujours évidente à faire. Et je prends notamment sur les bières, on est gros faiseurs de bière, 50% de notre activité, donc c'est sur cette catégorie. On a plus de 400 nouvelles références de bière en l'espace de 2 ans et demi, que ce soit en termes de fûts et de bière bouteille, tout en ayant un assortiment qui a explosé, on en parlera tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la régionalisation. C'est vrai que, en fait, à l'inverse des produits alimentaires, notamment ce qu'on retrouve dans l'assiette des produits food, il faut toujours communiquer au consommateur final le lieu de production, ou tout du moins d'approvisionnement du produit qui est dans l'assiette. La différence, on va dire, sur les produits régionaux, c'est que ça se voit sur le packaging. La promesse est sur le packaging des produits, souvent. Donc c'est vrai que cette tendance, elle est très forte. Les 2 confinements successifs font qu'aujourd'hui, il n'y a plus un prospect chez qui nous n'avons pas une demande d'avoir au moins une référence de produits régionaux par catégorie de produits. Donc ça devient un casse-tête, qui plus est si on le recroise avec la première chose qui était la différenciation. Donc on se retrouve à avoir une nécessité d'avoir une différenciation de gamme sur pratiquement toutes les catégories de produits, en étant unique sur la zone de chez nous. Donc c'est un peu compliqué.
Je prends un exemple parce que c'est assez parlant. Je connais plus l'ouest de la France. L'ouest de la France, on a un milieu brassicole notamment qui s'est développé à partir de 85 sur les micro-brasseries, clairement. Donc on a une maturité qui est assez forte sur cette région. Je sais pas, il y a peut-être 300 micro-brasseries en Bretagne aujourd'hui, enfin, qui sont micro-brasseries toutes. Et nous, ça pèse comme 35% des volumes aujourd'hui. Si on prend le cola, aujourd'hui, il y a le leader international du cola n'a que 50% de part de marché sur le CHR sur la Bretagne, au profit d'un acteur local qui est Brascola, pour ne pas les citer. Voilà. Et la troisième chose, c'est sur la premiumisation. En fait, au niveau de la premiumisation, en fait, on voit bien qu'il y a un souhait de valoriser l'offre, d'améliorer le service, parce qu'on parle d'offre, mais c'est surtout le service, et c'est pour rester dans la durée, on va dire, en termes de continuité de premiumisation, développer le ticket moyen, et disons que les produits sont vendus plus chers, sont différenciants, donc moins comparables, donc plus valorisables, c'est que je décore. Voilà. Donc pour ça, ce qu'il a fallu faire pour nous, c'est d'accompagner nos clients dans la compréhension de ces nouvelles gammes, compréhension de nouvelles tendances. On forme plus de 2000 points de vente, je pense, ensemble tous les ans, donc personnel, de staff et ou propriétaires, dans justement la compréhension de ces nouvelles tendances de fond. Incroyable. Quelles sont les tendances en matière de boissons? Est-ce que le sans-alcool se confirme-t-il? Alors, comment dire, en fait, il y a des tendances très fortes de certains produits. On parle d'explosion du nombre de références. Vincent en a parlé tout à l'heure. On a énormément d'établissements CHR au sens large qui développent une offre de bière, notamment, qui est de plus en plus forte en fonction de la place disponible. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on rajoute un bec, donc un tirage pression complémentaire avec une offre complémentaire, les volumes ne sont pas proportionnés. Ça se développe de plus en plus parce qu'on commence à devenir dans une image de spécialiste par rapport à ça. Il y a donc les bières craft artisanales, donc dans craft on met tout, l'artisanal on met aussi tout. Il y a des brasseries internationales qui ont des marques totalement craft et artisanales, Heineken en a. Ça c'est des tendances de fond qui sont fortes. Ce qu'on constate quand même, c'est que sur les IPA, et c'est pour ça que je me suis un peu levé tout à l'heure pour regarder tes tendances, pour voir si on avait le même sentiment. Les lagers, c'est plutôt à la baisse. Pour autant, les IPA se développent, mais c'est maintenant la différenciation des IPA qui fait le jeu. Donc on est en Session IPA, on est en East IPA, on est IPA Lager, on est en Sour, on est en acide, je sais pas quoi. Enfin, on a énormément de produits qui sont lancés, qui complexifient l'offre d'une certaine manière, mais qui dynamisent, on va dire, toute la catégorie bière dans son ensemble. Disons, eau aromatisée, c'est des choses, des marchés porteurs. Sur les spiritueux, à partir du moment où il y a une appropriation de la gamme cocktail, donc et mocktail, une capacité à valoriser l'offre, c'est porteur. Si c'est pas le cas, c'est plutôt plutôt flat, on va dire. Le bio est plutôt flat. La demande de bio n'a pas évolué après les confinements. C'était pas naturel, on pensait que ça allait être le cas, mais c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup plus d'impact sur le local et le circuit court que sur le bio en tant que tel aujourd'hui en termes de discours commercial. Et tout ce qui va être alors sans alcool, parce que c'était pour répondre à la deuxième partie de question sur le sans alcool, il y a deux catégories de sans alcool. Je pense que d'un côté il y a les spiritueux sans alcool, bière sans alcool, où on a un marché qui est plutôt stable, qui se développe et voilà. Par contre il y a tout ce qui est offre sans alcool, donc travailler au travers de produits jus, des churleux, des produits très différenciants, où là il y a un vrai développement, on va dire, du soft, qui était plutôt conservateur jusqu'à présent en termes d'offres. Pour les flops, hard seltzer, catastrophique, et boissons en CBD, catastrophique. Il y a une justice morale, donc c'est pas cool. Non, l'eau alcoolisée, c'était quand même une personne. Donc, voilà. Après, il y a des tendances en devenir, pour finir, et j'en ai fini là-dessus, des tendances en devenir. Alors, on n'a pas assez de recul sur ça, mais nous, ce qu'on voit arriver, c'est tout ce qui est boisson fermentée, enfin, kombucha, kéfir. C'est des choses qui commencent à faire leur incursion. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que ces produits-là soient dans une logique ambiante, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est souvent du frais. Et il y a une tendance très forte sur un circuit qui n'est pas le nôtre, mais qui est plus le cave-bar, qui est les bières en canette, où là il y a une explosion du nombre de références. Aujourd'hui ça ne prend pas nécessairement dans notre circuit aujourd'hui qui nous intéresse,
Mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller à l'avenir. Voilà. Merci. Tu distribues à trop encore? Petit contraste. Mais oui, on devait en parler ce matin, on l'a pas fait, donc... mais on va en parler rapidement. Ouais. Merci. François, à la base, donc, tu développes surtout l'Est de la France. Récemment, tu as investi le marché parisien. C'est quoi ton constat sur l'offre proposée? Merci déjà de ton invitation, parce qu'ici, nous ne sommes pas partenaires, nous ne sommes qu'invités. Clin d'œil à Léa qui on démarre toujours comme ça, mais Laetitia les contrats. Oui, bah, elle l'a fait cet après-midi, elle était extrêmement rapide. Et Léa, merci beaucoup de ton accompagnement, parce que tu nous as aidé à préparer cette intervention. Juste pour sur la petite photo de gauche, là, c'est en fait le jour de la libération dans l'entrepôt de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil. On est très présent, Antoine et moi, donc sur la partie ouest, il a dit, moi je suis plus présent sur la partie nord, Grand Est, Rhône-Alpes. Donc on a une vision assez globale de ce que l'on peut appeler la province. Voilà, on est même installé sur la région PACA aujourd'hui. Et on est, Antoine et moi, installés à Paris. On a quand même battu le record puisque nous sommes installés à Paris une semaine avant le confinement. Là, on a battu tout le record, on a rempli l'entrepôt, on a vidé l'entrepôt. Voilà, ça c'est un grand souvenir. D'ailleurs, je crois que la photo que j'ai de moi a dû être prise quelques jours après le premier confinement, dans mon état de stress dans lequel j'étais. Je suis beaucoup plus aimable que ça. Mais je peux vous dire que c'est véridique. Une semaine après, j'ai pris la photo, j'étais très très bien. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc nous sommes arrivés sur le marché parisien et pour être très honnête avec vous, peut-être en préalable, je pourrais dire que je suis globalement d'accord avec tout ce qui était dit avant. Et chaque intervenant a utilisé le même terme qui me fait très plaisir parce que c'est un terme que j'utilise énormément chez moi, c'est le terme différenciation. Vous l'avez tous dit et c'est vraiment pour moi le point le plus important de cet après-midi, le terme différenciation. Qu'est-ce qu'on a vu à Paris avec Antoine? Puisqu'on s'est installé ensemble, on s'est associé pour venir sur ce grand marché qui est l'Île-de-France, puisque vous représentez 25% du marché français quand même. On s'est aperçu que l'offre était, désolé de vous le dire, extrêmement pauvre. Elle est très 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 standardisée. Je vous donne un exemple. Un entrepôt de boissons, un distributeur de boissons sur Paris, Île-de-France travaille environ avec 3000 références. Moi sur Reims, petite ville, 150 000 habitants, je suis, je crois, à plus de 10 400 références. J'ai 900 références de fût, 4000 références de bière bouteille. Donc le premier truc qu'on s'est dit avec Antoine, waouh, là on a un vrai truc à jouer, parce que si on arrive à amener sur Paris les références que l'on développe en province, on a une carte à jouer auprès des clients et des consommateurs. Voilà. Alors, pourquoi on est si sûr de notre coup? C'est que, en fait, l'offre elle est standardisée dans le CHR traditionnel. Finalement, quand on va sur des nouveaux lieux, alors on va profiter d'Iconic, parce que c'est vraiment les... J'ai mon micro qui saute, non, c'est pas très agréable. Quand on arrive sur des lieux, des nouveaux lieux comme ça, taproom, food court, food hall, en fait on a une offre boisson qui est extrêmement originale par rapport à une offre boisson très standardisée, très basique que l'on peut avoir dans un établissement traditionnel. Voilà. Et pourquoi ces gens-là, qui sont pour moi vos nouveaux concurrents et aussi un peu les nôtres pour être très honnête, c'est qu'ils ont une offre produit qui est très différenciante, qui est très moderne, et le consommateur y répond tout de suite. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit voir. Alors, tu me posais la question sur Paris. Paris, pour moi, il y a deux raisons majeures. Le premier, attention, c'est pas politique ce que je vais dire, c'est que le marché est complètement cadenassé. Voilà, c'est comme ça. On a les mêmes vins, les mêmes cafés, les mêmes bières, les mêmes eaux, les mêmes sodas dans tous les établissements. Bon, ok. Et puis deuxièmement, je pense aussi que les clients que vous êtes, peut-être que vous ne regardez pas assez vers la province, dont vous faites tous partie, je vous le rappelle, enfin à un moment ou à un autre de l'histoire. Et je pense qu'en province, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, on a un point commun avec Antoine, c'est que dans nos régions respectives, on a énormément de clients parisiens qui viennent s'installer en province, en même temps que les consommateurs d'ailleurs. L'air y est souvent un petit peu plus doux, les affaires moins chères, les salaires également un peu moins élevés. Voilà. Donc si vous êtes intéressé de venir en province, nous sommes là pour vous accueillir avec grand plaisir. Voilà. Merci. En quoi l'offre de boissons est un levier de croissance
selon toi? Écoute, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a, quand on arrive à mettre en place une offre de boissons différentes, on a énormément d'avantages qui se présentent. Déjà, on est moderne. La modernité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je l'ai dit à Léa, elle ne l'a pas voulu le remettre sur son document, je le regrette. Mais je pense que le CHR traditionnel est en train de passer complètement au travers de la génération des millenniums. Alors, qui sont les millenniums? Les millenniums sont mes enfants. Voilà. Moi, j'ai des garçons qui ont 22 ans, ce sont des millenniums. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils se détournent du CHR traditionnel, et je trouve que c'est extrêmement dommage. Par contre, Léa a mis vraiment les points qui n'ont rien à voir avec la boisson, mais pour moi sont très importants. Sur les collaborateurs, sur vos collaborateurs, vous avez des problèmes pour recruter. Il se trouve que nous aussi, on a les mêmes. Mais 79 place la RSE comme un critère de recherche d'emploi. Ça, c'est quand même un chiffre qui est totalement hallucinant. 76% place la RSE, c'est-à-dire la politique de l'entreprise des RSE, au-dessus du salaire. 76%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ça c'est une conséquence directe, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est peut-être que M. Boudboul peut le confirmer ou pas d'ailleurs, mais voilà. Et les clients, si on se met maintenant chez les clients, on a 39% des consommateurs qui veulent acheter des produits locaux, 39%, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, et 26% des produits bio, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la différenciation, c'est une arme de destruction massive. Le local, c'est également quelque chose qui est... Alors, évidemment, les chiffres le prouvent, qui sont demandés, et ça permet pour moi plusieurs choses. Déjà, ça permet potentiellement d'attirer des collaborateurs. Pourquoi? Parce que je suis peut-être le plus âgé ici, j'ai plus de 50 ans, donc je n'ai fait que ce métier dans ma vie. Donc je pense le connaître plutôt bien. À le même âge. Donc je pense connaître ce métier plutôt bien. Je pense que c'est intéressant quand on a un collaborateur de lui donner des produits qu'il a envie de vendre et pas stéréotyper sa prise de commande auprès d'un consommateur. Je trouve ça toujours dommage qu'on me jette une carte à la figure et qu'on ne parle pas du produit qu'on vend. Vous le faites très très bien sur la partie de restauration, sur ce qu'il y a dans l'assiette. Je pense que vous pourriez le faire de la même façon sur la partie boisson. Ça c'est le premièrement. Donc vis-à-vis du collaborateur, c'est un avantage. Vis-à-vis du client, ça a également un avantage parce que c'est marqué sur le document qui est là. Donc il a une demande là-dessus. Et puis Paris est une grande ville internationale où il est en train de le redevenir. Le consommateur étranger, ok, veut être assuré pour des marques. Et pour autant, moi je suis originaire de Reims et il y a beaucoup de touristes qui viennent voir le Champagne et la cathédrale. Je vous invite d'aller en faire la même chose, c'est une très belle région. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est qu'aujourd'hui, les touristes, quand ils vont dans un établissement, ils ont aussi envie de goûter des produits qui sont fabriqués sur place. Donc vous mettez la différenciation, vous mettez le local et vous mettez un peu derrière le bio. En fait, je trouve qu'on a ici le cocktail gagnant pour l'avenir. Voilà. Dernière phrase, inventée pour le train, j'espère qu'elle va vous plaire. Oui, c'est vrai, attends. Le local est rentré dans les cuisines des restaurants. Je pense qu'il est temps que le local rentre dans le frigo des bars. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Bravo, bravo, merci. J'ai une dernière question. Je suis obligé de te la poser. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie chez Sorodis ou dans la Casa des Papel? T'es obligé. C'est génial, mal copié. J'ai jamais osé lui dire. Merci. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Hervé. J'en ai une, à l'attention des deux distributeurs de boissons. Peut-être que j'ai entendu Danone parler d'une différenciation de distribution pour une nouvelle gamme de boissons. 30 gourmet, plutôt que le système traditionnel qu'on connaît bien. Je voudrais comprendre. Nous aussi, on voulait bien comprendre. Donc, merci d'avoir posé la question. On attend la réponse avec beaucoup d'impatience. Parce que vous êtes venu me le proposer il y a 15 jours dans mon bureau, peut-être que c'était une erreur d'aiguillage, mais bon. Non, mais en fait, j'ai eu la réponse ce matin parce que j'ai eu la chance de voir ces messieurs de Danone ce matin en Bretagne, comme on était en train. Il y a, en fait, c'est une composante de produits, et si je me trompe, clairement, on ne fait pas de froid, pas de produits frais, pas de produits frais négatifs. Donc on est sur des produits ambiants, et techniquement, les produits ambiants sont à disposition de la distribution traditionnelle qu'on présente. Pour autant, les produits frais sont gérés par des réseaux
dédié. Je me suis trompé. J'ai bien compris ce qu'on pense. Peut-être qu'à l'avenir, vous mettrez à distribuer du frais alors. Là, on va avoir un problème de taille d'entreprise. Voilà. Alors, pour répondre à la question pourquoi ce n'était pas le cas, ça nous intéresse énormément de travailler. On travaille 70% des volumes en France avec des entreprises grossistes traditionnelles. Ça nous intéresse énormément d'aller sur des catégories. Alors l'eau, on dit souvent, c'est pas là où on gagne beaucoup d'argent, c'est beaucoup de volume, ça remplit des camions, c'est pas les marges les plus importantes, elles sont beaucoup plus importantes sur la bière. Néanmoins, sur les produits végétaux, les nouvelles tendances, on se doit de les accompagner et de répondre. On parlait de torréfaction, Antoine, il y a la Coïc, bon, il y en a d'autres, et la partie accompagnement café est très importante, et on l'a décrit. Donc, et c'est les produits ambiants pour le coup. Les produits Alpro Barista, c'est les produits qu'on peut déposer en ambiant. Simplement, on n'avait pas encore l'organisation chez Danone pour à la fois proposer l'eau et les produits végétaux. C'est le cas maintenant depuis le mois d'avril. C'est pour ça qu'on va voir ces messieurs pour construire une nouvelle, ce qu'on appelle route to market, un nouveau chemin pour aller livrer l'ensemble des CHR, des ventes à emporter et de tous les clients qui voudront développer cette gamme de végétales qui est, vous l'avez vu, vraiment un nouvel Eldorado sur ces produits-là, boissons. C'est ça. Il y a une question. C'est pour Julie. Une question, est-ce qu'on a eu des datas sur l'expansion de la vente à emporter et de la livraison? Je voulais savoir si on avait ces mêmes datas hors Paris, pour voir si c'était aussi prégnant en province, pardon, ou pas. Alors, nous, on a effectivement, pour l'étude qu'on a faite sur la livraison, on a mesuré, alors on n'a pas forcément Paris-Province, on a grandes agglomérations et plus petites agglomérations. Donc, grandes agglomérations, c'est principalement Paris, et puis les 3-4 grandes agglomérations. On voit effectivement que la livraison, elle est quand même beaucoup plus développée aujourd'hui sur ces zones-là, mais néanmoins, c'est pas celle où ça se développait le plus, notamment pendant les confinements. On voit que sur des plus petites zones, et notamment des communes autour de 10 000 habitants, voire des zones rurales, c'était aussi là où ça se développait le plus, la pénétration de la livraison se développait le plus. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais vous les renvoyer après. Là, je les ai pas en tête, mais en tout cas, on voyait quand on a fait notre étude sur la livraison qu'on a faite début 2021, donc on avait déjà 2 confinements, on n'avait pas le troisième confinement, mais en tout cas on voyait que ça s'est développé assez fortement dans les plus petites zones, notamment les zones urbaines, et puis ça se voit aussi dans les stratégies des agrégateurs, où on voit que Uber Eats, Deliveroo, qui de plus en plus vont s'implanter sur des plus petites agglomérations justement, et ont des stratégies d'être partout, et pas que Paris ou grandes villes. Bonjour à tous, oui, c'était une question plutôt pour Antoine et François. En complément de ce que vous évoquiez sur la différenciation et le nombre de gammes de produits qui ont tendance à un petit peu exploser, j'imagine le corollaire de ça, c'est évidemment la formation imposée aux équipes. Comment vous organisez pour justement que les équipes soient à niveau? Est-ce que ça passe par de la vente tripartite, de l'accompagnement des marques? Ou est-ce que c'est un effort de formation locale extrêmement important? Et puis, moi ça fait 10 ans que je suis dans ce métier. Depuis 8 ans, on a développé des modules de formation en montant une académie. Sur cette académie, elle est à la fois interne et à la fois externe. C'est-à-dire qu'en interne, on a un parcours de formation pour tous les collaborateurs qui y rentrent. Jusqu'à présent, on formait toutes les équipes commerciales, téléventes, et en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on forme l'ensemble des collaborateurs de la société sur même toutes les familles de produits. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Pourquoi? Parce que même un préparateur dans un entrepôt, il a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et donc du coup, ça c'est la première partie, sur l'interne, où les modules de formation, on en a plus de 30 en interne sur du produit pur, et là on est en train de se profusionner sur tout ce qui est, on va dire, développement des offres cocktails, mocktails et tout. Donc en fait, c'est pour ça que je fais un peu comment dire, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. On axe énormément ça. Et qui plus est, on demande à l'ensemble des industriels partenaires qu'on a de tourner avec nos équipes en région, et on impose des tournées accompagnées pour qu'en fait ils puissent s'imprégner d'un discours d'un producteur de vin, d'un brasseur, d'un minéralier, pour permettre d'une certaine manière de mieux vendre ces produits-là.
Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est sur la partie de tout notre front enfin tous nos clients. On propose, c'est simple, j'ai une formation par site principal par semaine. Il y a plus de 25 modules de formation, j'en ai 8 sur le vin, j'en ai 5 ou 6 sur le café, du niveau 0, clairement. Le niveau 0, c'est dire entretenir une machine à café, faire un espresso, comment dire, développer un début d'offre café, et jusqu'au niveau barista où il y a toutes les techniques qui sont maîtrisées d'une certaine manière par rapport à ça. Là, on fait la même chose sur le cocktail, on a 4 modules, on va monter à 8 et on est en train de monter sur des formations du coup de plus en plus spécifiques parce qu'on a des multipropriétaires qui ont besoin de former un staff dans la durée et donc sur lequel on propose des programmes de formation dans la durée. Donc on est obligé de former à tous les niveaux. On le fait de façon structurelle maintenant. C'est pas évident parce que comment dire, les modules ont besoin d'évoluer pratiquement tous les 6 mois. Voilà. Donc il faut se remettre à jour tout le temps, donc on va fonctionner de plus en plus en catégorie manager, notamment sur les différents grandes familles de produits, pour pouvoir permettre d'avoir un meilleur discours adapté. Juste pour compléter ce que dit Antoine, moi j'ai 35 sites de distribution en France, ils sont tous équipés d'un bar, tous sans aucune exception, le plus petit fait 60 mètres carrés, le plus grand fait 300 mètres carrés. C'est un bar professionnel qui est équipé de tirage pression, de machines à café, de matériel pour la dégustation du vin, pour faire les cocktails. Il y a des arrière-comptoirs et j'utilise tous ces bars, non pas pour faire du chiffre d'affaires, j'utilise ces bars pour former mes collaborateurs et mes clients. Et en fait, je les forme en binôme, c'est-à-dire je ne fais jamais venir un client sans faire venir son commercial, parce que ce que je veux, c'est que le commercial répète l'information auprès de son client. Et je pense qu'Antoine et moi, on est les 2 seules boîtes en France qui avons des responsables de la formation de nos clients. Donc c'est un vrai sujet chez nous, c'est hyper important parce que vous avez des problèmes de recrutement et nous ce qu'il faut c'est qu'on forme vos équipes, mais il faut qu'on les forme de façon professionnelle, pas juste 3 dégustations avec un mec qui vient faire de la bouteille, du jonglage de bouteilles, ça sert à rien du tout. Il faut les former sur des gestes, il faut les former sur des techniques. Et ça, il faut qu'on puisse le faire chez nous pour les accueillir dans de bonnes conditions. Chez vous, c'est toujours compliqué. Et en plus, ce qui est compliqué quand on le fait chez vous, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord pour que le voisin d'à côté vienne suivre la formation à l'intérieur de votre propre établissement. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Merci. Moi, j'avais juste une question, une remarque. Je voulais quand même donner un droit de réponse à Vincent, parce que j'ai travaillé chez un industriel pendant 10 ans avant d'être restauratrice. Comment on fait, alors c'est un peu poil à gratter comme question, désolé, mais je pense que c'est bien de la poser. Comment on fait quand on est une grande marque comme ça, qu'on se fait attaquer, qu'on se fait grignoter des parts de marché? Comment on fait pour garder le cap? Qu'est-ce qu'on propose? Comment on avance? On a différentes stratégies qu'on mène généralement de front. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Déjà, on peut, à l'intérieur de notre gamme, proposer la diversité et renouveler l'offre à l'intérieur de marques en proposant des sous-marques. Je parlais tout à l'heure des bières de saison. Voilà, on peut créer des variantes autour de nos marques et finalement animer ça et du coup jouer sur quand même quelque chose qui est important pour le consommateur, qu'il a besoin. Il veut être rassuré, en même temps il est surpris. C'est un peu sur ça le consommateur en français, il veut tout. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, c'est un équilibre qui est compliqué. Et puis après, on fait aussi quelque chose qui est assez classique. On s'associe avec d'autres brasseurs plus petits et on finit peut-être parfois par les racheter. C'est le cas de Gallia, mais on en a d'autres avec qui on est juste associés. Donc on devient plus ou moins distributeur d'une certaine façon, metteur en marché. On imagine aussi parfois d'aller chercher des produits dans nos filiales qu'il y a dans d'autres pays. C'est le cas sur des marques lesquelles ici, par exemple la Ciné, c'est une bière belge qui est très peu connue finalement et qui apporte une forme de diversité, de terroir intéressant. Voilà, on utilise ce genre de choses tout en s'appuyant sur les grosses marques parce qu'il y a aussi besoin de grosses marques pour rassurer, aussi parfois dans certains quartiers de Paris il y en a un peu trop. On va passer sur l'agenda. Donc on a un mois de juin assez chargé, le congrès du snacking, donc le 7 juin, semaine prochaine, avec une offre pour nos adhérents. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à Laetitia si vous n'avez pas encore vos places et si vous souhaitez en acquérir. Vous avez dû recevoir à peu près 379 mails de Food Tech Tech
vous n'avez pas encore votre badge, c'est que vraiment vous êtes passé à côté, ce qui serait très étrange. Ensuite, on a le Syrah Green, donc le 8 juin à Lyon. Le Leaders Lab, bon, pour ceux qui ne savent pas, donc on est bien entendu donc à Paris, mais nous aussi on a des racines régionales et notamment en PACA et en Rhône-Alpes, donc on se déplace régulièrement soit à Marseille, soit à Lyon, parce que voilà, c'est quand même les grosses villes un peu emblématiques de PACA et de Rhône-Alpes. Donc 14 juin, Leaders Lab Marseille, où on va reparler inflation. C'est pas un sujet très marrant, mais c'est quand même un sujet qui nous occupe pas mal au quotidien ces derniers temps. Et puis, on va se retrouver aussi pour notre assemblée générale et peut-être une summer party comme on avait fait l'année dernière, qui était sympa, début juillet, pour ceux qui seront encore au boulot. Merci à tous, merci à tous nos partenaires. Avant de conclure, Juju, toute petite histoire à vous raconter. Oui. Et on a Anthony également qui est là. Anthony, il est là. Oui, bah, très rapide. Non, mais c'est juste pour vous dire que le panorama BR est lancé. Mais là aussi, normalement, tout le monde est au courant. Mais si c'est pas le cas, procurez-vous-le. Il est que à 10 € et c'est le classement de tous les groupes de restauration du secteur. Voilà, sur la boutique en ligne, vous pouvez vous le procurer. Et puis, il y a un deuxième slide, c'est tous les dossiers du début d'année à retrouver, notamment offres sucrées, boulangerie, RSE et emplacement, comme où trouver son emplacement, etc. Pareil, boutique en ligne et du magazine BR, tendance restauration, vous retrouverez tout ça, où je suis au dispo si besoin. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci Anthony. Et juste, avant de conclure une petite histoire, j'aime bien la raconter, mais vous savez, la force du club, c'est qu'en fait, moi j'ai réussi à monter Factory Co au départ grâce aux membres du Leaders Club. Et l'aventure continue puisque lors d'une session, d'une journée exchange il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un entrepreneur hors pair qui est sur la région de Reims. Eric d'aujourd'hui avec le groupe RD Holding. On a créé Italian Queen, on l'a ouvert la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, à Val d'Europe. C'est incroyable d'aller voir, puisqu'on fait entre 800 et 1000 pizzas par jour. Et de fil en aiguille, Eric nous a présenté François, c'est pas ça qu'il est là ce soir. Et en tout cas, voilà, juste pour vous dire que le club, c'est que du réseau, c'est des aventures. Et donc merci à tous nos partenaires sans qui nous ne serions pas là. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à parler de Leaders Club, parce que plus on est fort, plus on se développe. Merci.